je vous donne la parole. Merci. Donc, je voudrais aborder la question de la liberté ou de la libération chez Foucault. Alors, à première vue, ça peut paraître assez étrange, parce que la liberté, c'est une notion, une grande notion philosophique, qui fait partie de toutes ces grandes notions philosophiques dont Foucault ne voulait pas parler, justement. Pourtant, pour une pensée qui se veut critique et engagée dans différentes luttes et dans différents objectifs d'émancipation, cette question s'impose un peu d'elle-même. D'ailleurs, pour bien des commentateurs de Foucault, pour bien aussi des critiques de Foucault à son époque même, c'est d'ailleurs sur cette question qu'il fut souvent attaqué. De Sartre à Chomsky, on a tout le temps la même critique. Foucault, c'est bien gentil, c'est descriptif, très bien, mais ça ne propose aucune voie alternative, puisque sa théorie même du pouvoir semble condamner toutes les voies de liberté ou de libération possibles. Alors, je partirai d'une citation d'un commentatrice, Rebecca Comey, américaine, qui dit à propos de Foucault ceci. « Quel type de stratégie critique peut-il exister après les arguments de Foucault contre l'hypothèse répressive? Quel lieu reste-t-il pour une pensée d'opposition après le rejet des vieux dualismes de l'essence et de l'apparence, de la nature et de l'histoire, de la sexualité et du discours, de la vérité et du pouvoir, de l'intérêt et de l'idéologie? Toute stratégie de résistance ne présuppose-t-elle pas, au moins secrètement, un modèle de surface et de profondeur, de mystification et d'éclaircissement, bref, un modèle de négativité ?» Alors, ce sur quoi Comey a raison, c'est le message implicite de cette citation, c'est-à-dire que ce modèle de surface, de profondeur, de mystification, d'éclaircissement, de négativité, etc., effectivement, n'est pas présent chez Foucault, et même au contraire, il se combat contre ce modèle. Par contre, et donc pour développer un peu ça, deux grandes pistes de la pensée de la liberté, au moins depuis le Moyen-Âge en Occident, ont été rejetées par Foucault. Tout d'abord, le modèle de la pensée de la liberté appuyé sur une forme transcendante, ou on va dire un principe transcendantal de l'homme, du sujet, de la conscience, etc. On le sait, d'Augustin jusqu'à Sartre au moins, c'est dans cette voie-là qu'on a pensé la liberté de l'homme. Il y aurait quelque chose en l'homme qui serait de nature un peu transcendant ou transcendantale, qui lui permettrait de dépasser les différents déterminismes ou les différents conditionnements. Or, nous dit Foucault, et je donne une citation un peu au hasard, puisqu'il y en a plein, « La liberté n'est pas autre chose que le corrélatif de la mise en place des dispositifs de sécurité. C'est d'abord et avant tout une technologie de pouvoir, c'est en tout cas dans ce sens qu'on peut le lire. » D'autres citations reviennent tout au long du parcours de Foucault, mais une notamment est intéressante pour nous aujourd'hui. Elle date de 84, je vous la donne. « J'ai toujours été un peu méfiant à l'égard du thème général de la libération, dans la mesure où, si l'on ne le traite pas avec un certain nombre de précautions et à l'intérieur de certaines limites, il risque de renvoyer à l'idée qu'il existe une nature ou un fond humain qui s'est trouvé, à la suite d'un certain nombre de processus historiques, économiques et sociaux, masqués, aliénés ou emprisonnés dans des mécanismes et par des mécanismes de répression. Dans cette hypothèse, il suffirait de faire sauter ces verrous répressifs pour que l'homme se réconcilie avec lui-même, retrouve sa nature ou reprenne contact avec ses origines et restaure un rapport plein et positif à lui-même. Je crois que c'est là un thème qui ne peut pas être admis comme cela sans examen. » Donc voilà, première critique qui est assez massive et qui revient tout le temps chez Foucault. Lorsque vous parlez de libération, vous sous-entendez qu'il y aurait quelque chose qui précède l'oppression ou l'aliénation et qu'il faudrait libérer. Mais c'est quoi ce quelque chose? Pour Foucault, ce quelque chose n'existe pas. Puisqu'il nous dit l'homme dont vous nous parlez et qu'on invite à libérer est déjà en lui-même l'effet d'un assujettissement bien plus profond que lui. Donc voilà pour l'aspect transcendantal du sujet ou de l'homme qui lui permettrait de se libérer. Le deuxième modèle qui a permis de penser, enfin je fais ça à grands traits, c'est peut-être mon défaut foucaldien, mais enfin, le deuxième grand modèle de pensée de la liberté a été celui de la contradiction, de la lutte, de la dialectique, se plaçant ici plutôt sur un terrain historique.
Alors je ne vais pas développer toute la posture, toute l'évolution de Foucault sur cette question de la dialectique, mais enfin, il faut simplement rappeler qu'alors qu'il prend, à partir de 70-71, avec son retour à Nietzsche, la généalogie, etc., le modèle de la guerre, de la lutte pour penser les rapports de savoir et les rapports de pouvoir, à partir du milieu des années 70, il va commencer à en voir les limites. Il va dire à plusieurs reprises, par exemple dans le cours « Il faut défendre la société », il va commencer à dire « Enfin, ce modèle de dialectique, de guerre, de lutte, etc., je l'ai utilisé, mais est-il vraiment élaboré, fonctionne-t-il vraiment, etc. etc. » Il va nous dire qu'il faut peut-être l'abandonner. Et dans le point de méthode, on va dire presque final, de la théorie ou de la conception foucaldienne du pouvoir, c'est-à-dire la volonté de savoir en 1976, il intègre en fait la contradiction ou la dialectique au réseau de pouvoir lui-même. Je vous donne une seule citation qui pourrait le résumer. Là où il y a pouvoir, il y a résistance. Et pourtant, ou plutôt par là même, celle-ci, c'est-à-dire la résistance, n'est jamais en position d'extériorité par rapport au pouvoir. Donc Foucault intègre les schémas conflictuels ou de la dialectique à l'intérieur même du réseau de pouvoir et il nous dit tout pouvoir fonctionne par réseau, donc par résistance, mais donc toute résistance n'est toujours qu'un maillon interne d'un réseau de pouvoir. Donc là encore, ce n'est pas un principe de négativité qui viendrait de l'extérieur et qui pourrait venir attaquer ou détruire le pouvoir de l'extérieur. Donc voilà, a priori, effectivement, aucune place pour une pensée positive de la liberté ou de la libération chez Foucault. Pourtant, j'aimerais renverser la question et non pas se demander, enfin, la liberté c'est ceci ou cela, est-ce qu'on le trouve chez Foucault, ce qui n'est pas très constructif, mais me demander plutôt quelle forme de liberté est-elle compatible avec les positions de Foucault. Autrement dit, est-ce qu'il y a chez Foucault une forme de liberté ou de libération qui ne s'appuie ni sur un principe transcendantal du sujet, ni sur une théorie de la dialectique historique, puisque ces deux-là ont été laissés de côté par Foucault. Alors, dans mon cas, cette question rejoint la question de la fameuse année 78 de Foucault. On va le voir puisque je m'appuierai sur une leçon de 78, mais on sait aussi qu'en 78 a été l'année où Foucault a écrit quelques articles sur la révolution iranienne. Et ces articles-là de Foucault, même s'ils sont souvent décriés, à mon avis à tort, comptent parmi les rares exemples où Foucault parle effectivement d'un mouvement réel, historique, de lutte ou d'émancipation, et qu'il en essaye, qu'il en propose une théorisation. Or, on reviendra sur ça, ce sont des théorisations assez problématiques, y compris pour la pensée de Foucault lui-même. Donc pour répondre à cette question, quelle liberté foucaldienne et en même temps comment ça peut nous aider à comprendre ces articles 78, je m'appuierai sur, je ne sais pas quel ton j'aurai, mais je m'appuierai sur quelques textes de Foucault qui se situent tous dans ce qu'on appelle l'histoire de la sexualité. Grosso modo, on dit qu'à partir de 1976, Foucault fait sa généalogie du rapport à soi et du rapport à la sexualité. Or, j'aimerais extraire de cette longue recherche foucaldienne quelques textes qui me paraissent ne pouvoir pas y être réduits. Souvent, les commentateurs essayent d'étudier tous les textes de Foucault, 1976 jusqu'à sa mort, en montrant comment ils peuvent être intégrés à la généalogie de la sexualité, etc. Je pense qu'il faudrait un peu aussi désassujettir quelques textes de Foucault de cette entreprise qui parfois les enferment trop. Donc le premier texte sur lequel je m'appuierai, c'est la leçon du 1er mars 1978 au Collège de France. Donc ça se situe dans Sécurité, Territoire, Population. Et dans ce cours, pour resituer un peu ce cours, donc Foucault tente tout au long de l'année de produire une théorie du pouvoir qui ne repose pas sur des concepts tels que la souveraineté, la loi, le droit, l'État, etc. Et il veut essayer de montrer comment une autre forme de gouvernement, une autre manière de conduire la conduite des hommes a existé, et qui ne repose ni sur la loi, ni sur la souveraineté, etc. Et donc qu'il nomme la gouvernementalité, ou le gouvernement.
Donc gouverner les hommes, ça signifie conduire leur conduite, et grosso modo, la loi, la souveraineté, c'est-à-dire la contrainte, n'ont été qu'une manière de faire cela, et Foucault, on sait, depuis Surveiller et punir, etc., cherche à montrer comment le pouvoir peut aussi s'exercer de manière positive, c'est-à-dire non pas réprimer des désirs ou des envies, mais au contraire créer les désirs ou les envies, c'est-à-dire créer les subjectivités. Or, à un moment donné dans ce cours, il va s'intéresser à ce qu'il appelle la pastorale chrétienne, c'est-à-dire comment on gouvernait les hommes, comment on conduisait la conduite des hommes au Moyen-Âge, puisque nous dit-il, c'est le premier système de gouvernement qui s'est mis en place, qui s'oppose au système grec de la cité, de la loi, du droit, etc., et qui reposait sur une forme de gouvernementalité qui, à la place de l'impersonnalité de la loi, mettait la personnalité du guide, du pasteur, etc., etc., dont je résume à grands traits. Et dans la leçon que je vais étudier, il en vient à analyser la crise de ce pastorat. Donc, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ce pastorat, dans ce cours-là, a la place symbolise, généralise les nouvelles structures de pouvoir, la gouvernementalité, que Foucault essaye de dégager à l'époque. Et donc, lorsqu'il parle de la crise du pastorat, à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe, c'est que Foucault ne va pas utiliser le terme de résistance pour expliquer cette crise. Il va parler d'explosion, de dispersion du pastorat, quelque chose est venu détruire le pastorat. Il va essayer de savoir ce que c'est. Or, il n'utilise pas le terme de résistance, terme pourtant absolument central dans la volonté de savoir, 2 ans auparavant, pour décrire cela. Et il va se demander, mais alors quel nom peut-on donner à ces pratiques qui ont mis fin à la pastorale chrétienne? Il va proposer divers termes: révolte de conduite, désobéissance, insoumission, dissidence, et va finalement choisir le terme de contre-conduite. Alors, beaucoup invitent, dans leurs commentaires, à placer cette conception de la contre-conduite dans la continuité de la conception de la résistance en 1976. Or, il me paraît que c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'en 1978 naît une nouvelle conception de la révolte ou de la libération qui n'est pas du tout en accord avec celle de 1976. Tout d'abord, donc, l'élément que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire le fait que Foucault ne pense même pas à appeler cela résistance, est assez significatif. Ensuite, dans l'analyse même de ces contre-conduites, on va découvrir d'autres éléments. Donc je rentre dans ces contre-conduites. Pour Foucault, les contre-conduites qui ont mis fin à l'organisation de gouvernement de la pastorale chrétienne au Moyen-Âge, quels sont-ils? Eh bien, nous dit-il, ça a été l'ascèse, les communautés, la mystique, le rapport aux Écritures et enfin la croyance eschatologique. Alors, je n'étudierai pas tout cela. Je mettrai déjà de côté la communauté et l'eschatologie, puisqu'en fait, les communautés et l'eschatologie, le nouveau temps, le nouveau messie, etc., se ramènent souvent à une forme de communauté, ont en fait été des organisations rivales de l'organisation pastorale, qui copient le modèle pastoral, mais constituent une communauté rivale. Donc, c'est pas très intéressant au niveau théorique. Le rapport aux Écritures, lui, est analysé seulement en cela qu'il sert à la mystique ou à l'ascétisme. Donc je laisse ceci de côté. Donc il nous reste 2 choses, l'ascétisme et la mystique. Qu'est-ce que nous dit Foucault de la mystique? Alors il nous dit des choses assez banales, c'est un rapport direct au divin, etc. Mais il rajoute ceci, et donc je vous cite pour avancer un peu. Avec la mystique, on aura un tout autre jeu de visibilité. L'âme ne se donne pas à voir à l'autre dans un examen par tout un système d'aveux. L'âme dans la mystique se voit elle-même, elle se voit elle-même en Dieu et elle voit Dieu en elle-même. Dans cette mesure-là, la mystique échappe fondamentalement, essentiellement, à l'examen. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une surdétermination de la lecture et de l'analyse de la mystique par les cadres foucaldiens eux-mêmes. En effet, Foucault étudiait depuis les années 70 comment le pouvoir, pour fonctionner, crée des subjectivités, et comment, pour créer ces subjectivités, il fonctionnait par ce qu'il appelait les pratiques d'aveu.
et les pratiques d'examen qu'il a étudiées dans Surveiller et punir, autour de la cellule, dans la volonté de savoir également. Or, on voit ici, pour Foucault, que la mystique pousse jusqu'au bout ce principe d'examen, jusqu'à rendre l'examen lui-même impossible, puisqu'on s'avoue à soi ou à Dieu directement, et pas aux yeux qui nous regardent, par exemple au pasteur. De manière plus générale, on voit ici que Foucault aborde la mystique dans ce jeu de visibilité. Là encore, c'est une analyse qu'il a développée dans Surveiller et punir, où il nous montrait que par la naissance de la prison, on met le détenu dans la lumière, alors qu'auparavant, c'était le pouvoir qui montrait sa force, et les sujets étaient dans l'ombre. Une deuxième citation, à propos de l'ascèse, cette fois, est intéressante aussi. Je crois que l'ascèse, premièrement, c'est un exercice de soi sur soi, c'est une sorte de corps à corps que l'individu joue avec lui-même et dans lequel l'autorité d'un autre, la présence d'un autre, le regard d'un autre est, sinon impossible, du moins non nécessaire. On a ici la même logique. Le rapport à soi-même, le retour sur soi-même, est une chose provoquée par le pouvoir et les pratiques d'aveu pour Foucault des années 70. Pourtant, ici, cette pratique est poussée à l'extrême, à la limite, jusqu'à ce que tout regard extérieur devienne impossible. Foucault arrive à une formulation un peu plus théorique, qui est intéressante pour nous. L'ascétisme, c'est une sorte d'obéissance exacerbée et retournée, devenue maîtresse de soi égoïste. Disons qu'il y a un excès propre à l'ascétisme, un trop qui assure précisément son inaccessibilité pour un pouvoir extérieur. Donc, encore une fois, ici, la même logique. On voit que se dessine l'idée de retournement dans cette citation-là. En gros, l'ascète ou le mystique prendrait l'ensemble des techniques et des pratiques de soi demandées, réclamées par le pastorat chrétien et le pousserait tellement loin qu'il le retournerait. Foucault formule cette idée encore un peu plus loin. L'ascétisme est une sorte d'élément tactique, de pièce de retournement par laquelle un certain nombre de thèmes de la théologie chrétienne ou de l'expérience religieuse vont être utilisés contre ces structures de pouvoir. Donc on voit que Foucault ne s'intéresse pas ici au contenu de l'ascèse ou de la mystique, les éléments de la théologie chrétienne ne sont pas développés, mais à la forme d'une pratique particulière, cette forme du retournement tactique. Donc à la lecture de ce texte, on peut tirer 3 conclusions, au moins provisoires. Premièrement, il y a bien une pensée ici d'une subversion réelle. Foucault précise souvent que ces éléments-là ont détruit le pastorat. Et ce ne sont pas les luttes extérieures, les hérésies, etc. qui l'ont détruit. Au contraire, ces éléments extérieurs ont renforcé le pastorat. Mais ceux-ci, ces contre-conduites, l'ont détruit. Deuxièmement, on voit que ça ne prend absolument pas la forme de la résistance, qui était une forme mécaniciste ou dialectique. La résistance, cela découle d'une conception mécanique du pouvoir. La résistance, ça découle de tout un système de branchement, de transition, de courroies, de connexions, etc., qui composent le réseau de pouvoir pour Foucault. La résistance, ce sont des points d'appui, de saillie, des nœuds, etc., etc. Là, on voit au contraire, dans tous les textes que je viens de vous donner, que Foucault ne développe pas une physique ou une mécanique du pouvoir, mais au contraire une chimie ou presque une alchimie du pouvoir. C'est-à-dire qu'il étudie comment des choses émergent ou sont créées par le pouvoir, en l'occurrence des subjectivités, mais aussi comment, par quelques pratiques, quelques techniques également, ces subjectivités, produits du réseau de pouvoir, se transforment. Elles se transforment comment? En se retournant. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire d'après ce texte-là. Ce que cela nous amène à penser, c'est mon troisième point, c'est une réévaluation du statut et de la place des subjectivités dans l'œuvre de Foucault. Comme je viens de le dire, durant toutes les années 70, la subjectivité était à chaque fois le produit du pouvoir. Et ce qu'étudiait presque toujours Foucault était ce qu'il appelait les techniques de subjectivation, qu'il appelait aussi les techniques d'assujettissement, en jouant sur le mot. Assujettissement, ça veut dire créer un sujet, mais aussi créer un sujet politique, c'est-à-dire un soumis.
Et donc, il étudiait toutes les techniques, toutes les pratiques de rapport à soi qui constituaient ces sujets. Ce qu'on voit émerger en 1978, c'est que ces pratiques de soi peuvent aussi être le lieu d'un retournement et d'une destruction du réseau de pouvoir dans lequel le sujet existe. J'ajoute, et je ne vais pas m'étendre plus que ça, que ce thème du retournement du rapport à soi qui devient subversif est exactement ce que Foucault repère dans la révolution, dans le soulèvement iranien de 1978, et ce qu'il appelle la spiritualité politique. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai plus le temps. Mais ce que l'on voit ici, c'est que, alors que dans le cours du 1er mars, seulement la forme très globale du retournement est aperçue, dans le soulèvement iranien, Foucault ajoute quelque chose. Ce retournement constitue une transformation de soi. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque toutes les pratiques de subjectivation consistaient, avant cela, pour Foucault, à se fonder, à se fixer, à s'épingler à soi-même, comme il le disait, dans Surveiller et punir. Or là, cette nouvelle forme apparaît, la transformation de soi. Je voulais développer un deuxième point pour retrouver tous ces thèmes dans le cours de 82 sur l'herméneutique du sujet, cours qui ne traite absolument pas en fait d'une herméneutique du sujet, puisque ça consisterait à trouver une vérité sur soi, mais qui pointe un modèle alternatif à la connaissance de soi et qui est le modèle du souci de soi. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'un tel cours ne rentre absolument pas dans le vaste projet d'histoire de la sexualité de Foucault. Histoire de la sexualité qui devait être une généalogie de la manière dont les sujets sont invités à produire des vérités sur eux-mêmes, et donc à se dire soi-même. Ce que Foucault voit chez les Grecs, dans la période hellénistique notamment, c'est qu'en face de toutes les pratiques de connaissance de soi, existaient ce qu'il appelle des pratiques de souci de soi. Eh bien, le fait que Foucault distingue ces deux éléments, c'est déjà une finesse apportée à sa théorie de la subjectivation, mais le fait qu'il choisisse d'étudier le souci de soi et non pas la connaissance de soi, c'est absolument non compréhensible pour son projet d'histoire de la sexualité. Et donc, quelque chose d'autre se passait ici, une recherche que Foucault a essayé de mener et qui pourrait se ramener à la théorie, une théorie de la liberté ou de la libération foucaldienne à partir d'un rapport à soi. Donc ces éléments-là que je voulais développer, mais je vais m'arrêter ici, je n'aurai pas le temps du tout de développer. Je vais juste vous donner pour terminer une citation un petit peu énigmatique et qui se trouve au beau milieu de ce cours de 82, qui ne fait qu'analyser différents textes de Sénèque, de Marc Aurèle, etc., et qui est très peu politique. C'est un cours très, très différent des autres cours de Foucault. Foucault étudie simplement comment les stoïciens, comment les épicuriens pensaient le rapport à soi et essaye d'en dégager plusieurs éléments. Et au beau milieu de ça, on trouve une citation, on trouve une parole de Foucault que je vous rapporte ici. Foucault énonce ceci: « C'est peut-être une tâche urgente, fondamentale, politiquement indispensable que de constituer une éthique du soi, s'il est vrai, après tout, qu'il n'y a pas d'autre point, premier et ultime, de résistance au pouvoir que dans le rapport de soi à soi. » Et donc, on aurait ici donc l'aboutissement d'un intérêt de Foucault pour la spiritualité, entre guillemets, débutée en 78, qui aboutirait aussi en 82 dans cette analyse du souci de soi, qui, je pense, devrait être étudiée dans cette direction-là, c'est-à-dire dans la direction d'une recherche de Foucault, d'une pratique de liberté qui ne soit pas contradictoire avec son principe d'immanence et de non-transcendantalité du sujet. Voilà, je m'arrête là.